Voilà, reprenons donc nos travaux pour parler de formaldéhyde. Autrement dit, le formol, ça fait 150 ans qu'on utilise le formol. C'est un formidable biocide extrêmement efficace. C'est pour ça qu'il est tant utilisé. Seulement, il présente des inconvénients. Il est associé à des allergies. Il est associé aussi à des cancers. Alors, peut-on le remplacer ? Comment limiter les expositions? On va en discuter avec le docteur Martine Louette, Florence Oudot, Dominique Brunet, Marjorie Lafont et Sandrine Rémy. Si vous voulez bien me rejoindre. Parfait. Et avec nous également, on aura Nicolas Delestre. Oui, Nicolas Delestre. Il arrive, c'est incessant. Yann Pull est là et Olivier Delacruz. Ah ben voilà. Très bien. Excellent. On va pouvoir faire un tour complet. Et on va commencer avec le docteur Martine Louette et Florence Oudot. Alors, docteur Martine Louette, je vais vous présenter tout à fait exactement. Vous êtes médecin du travail, médecin coordinateur du service de prévention et de santé au travail de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et à votre côté, Florence Oudot, conseillère référente en prévention des risques professionnels. Vous êtes aussi responsable adjointe du département de prévention du groupe hospitalier Sorbonne Université. Et vous vous êtes attaqué au sujet du formaldéhyde. On vous l'a dit, effectivement, le formol a été découvert en 1868. C'est le formaldéhyde, le méthanal. C'est un aldéhyde, un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Alors, il a été utilisé et découvert assez rapidement par fumigation dans la désinfection en présence humaine et utilisé aussi dans la conservation et la fixation des pièces anatomiques. Tout le monde connaît et se souvient des pots où il y a des tas de trucs un peu fous à l'intérieur. Il reste... Bah oui, c'est vrai quand même. Je vous passe les... bref. Et puis, effectivement, il y a aussi une utilisation très, très large en dehors de l'hôpital dans des secteurs comme le bois, le textile, la chimie, la peinture, et j'en passe et des meilleurs. Pour introduire effectivement la pathologie, je vais quand même vous citer, j'aime bien ça, le docteur Pierre Fayola, fin 19e, début du 20e, il nous écrit qu'il est vrai que ces vapeurs sont très désagréables par leur action irritative sur les muqueuses et sur la conjonctive en particulier. Toutefois, on a beaucoup exagéré cet inconvénient et nous avons pu nous rendre compte par nous-mêmes qu'en ouvrant pendant 10 minutes portes et fenêtres, on ne percevait aucune odeur de formol dans l'appartement désinfecté. Quant à la personne qui pénètre dans la pièce pour y établir le courant d'air, pour se préserver de l'action irritative des vapeurs, elle n'a qu'à se munir d'un masque ou d'une paire de lunettes. On a un peu changé de conception. Tout à fait. Alors, pour en revenir, c'est le tableau 43 des maladies professionnelles qui a été effectivement créé en 63 et qui parle aussi bien de l'irritation. Les grandes irritations pulmonaires et ORL, c'était de l'AT. Il faut être très clair, ça pouvait donner jusqu'à des OAP dans des atmosphères très formolées. Des OAP, qu'est-ce que c'est ça, les OAP? Eh bien, c'est des œdèmes aigus du poumon avec des activités graves. Voilà, bien sûr. Tout à fait. Et qui pouvaient conduire à des hospitalisations. Et puis, effectivement, toute la panoplie d'allergies, eczéma, rhinite, mais aussi asthme. Et on a pu voir effectivement des personnels devoir renoncer à leur carrière, que ce soit des anesthésistes, que ce soit des chirurgiens, que ce soit des ibodes et bien d'autres catégories professionnelles. Et puis en 2006, on a effectivement... En 2006, on a une modification par l'arrêté du 13 juillet. On a effectivement l'apparition dans la liste des travaux et procédés cancérigènes de l'utilisation et des travaux exposant au formol. Dans la foulée, dans le tableau 43 bis, en 2009, on a les carcinomes du nasopharynx. Et je vous rappelle qu'actuellement, on est en train de réfléchir, l'ANSES d'ailleurs a proposé effectivement de penser et de réfléchir sur le lien entre le sémimyloïde et l'exposition au formol. Je vous rappelle, et je vous l'ai donné effectivement, la fiche de risque qui nous rappelle tout cela. Ensuite, l'évolution du formol à l'hôpital. En 96, on a encore de la désinfection hors présence humaine, avec plus ou moins de protection, mais elle est en train de diminuer bien avant que les recommandations
définitive disent on arrête. Pendant très très longtemps, il y a eu quand même effectivement débat entre, c'est la discussion qu'on a eue ce matin, entre l'hygiène et effectivement les risques professionnels. À partir de 2006, au sein de l'hôpital, du fait du classement des travaux exposant formol comme cancérigènes, on prend plusieurs mesures. Et pourquoi prend-on ces plusieurs mesures? Parce qu'actuellement, la suppression et la substitution du formol est impossible dans l'activité de fixation. L'ANSES, d'ailleurs, a dit et a travaillé sur le sujet et confirme qu'actuellement, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Et on est tellement... c'est vrai, on vous l'a mis 2 fois que ce n'était pas substituable. Les travaux sont réguliers. Alors, on a des travaux qui ont été réalisés en anapathe, dans les endroits où il y a le plus de formol, avec effectivement des tables ventilées, avec des armoires ventilées et la récupération des formols en bidon. Ensuite, on a effectivement dit, mais puisqu'on sécurise le formol dans les laboratoires, on peut peut-être effectivement voir ce qu'on peut faire dans les blocs opératoires qui, eux, qui formolent effectivement les pièces. Donc, on leur dit, pendant les heures d'ouverture de laboratoire, vous pouvez nous les envoyer frais. Et bien sûr, et ça je le répète, il faut une concertation entre les anapathes, les chirurgiens, les différents services. Je vous rappelle que ce qu'on vous propose, c'est vraiment un travail collectif qui a été fait dans tout l'hôpital. Ça concerne aussi bien les directions, aussi bien effectivement les travaux, aussi bien les services, aussi bien les laboratoires. Donc, concertation entre les chirurgiens et les anatomopathologistes pour trouver des protocoles qui conviennent. On va passer aussi à l'utilisation du formol dilué. Alors, je vous rappelle que le formol pur, ça n'existe pas, c'est du 49%. Dilué à 10%, ça fait du 4%. Et puis, on va effectivement se lancer dans l'utilisation de pots pré-remplis pour les biopsies et les petites pièces anatomiques. Et en 2008, il y a un grand plan formol qui est fait à l'assistance publique. Eh bien, actuellement, je laisse Madame Oudot nous expliquer comment c'est maintenant. Depuis 1 an, au sein d'un groupe hospitalier Sorbonne Université qui regroupe 7 hôpitaux, il y a eu le regroupement des 4 services d'anapathe sur un seul lieu, ce qui représente aujourd'hui 50 techniciens et une quarantaine de médecins, sans les internes, externes et autres stagiaires médicaux. Donc, il y a un très très gros site. Donc, il y a une rénovation complète du bâtiment. En gros, on l'a mis à plat et on a tout reconstruit dedans. Et ce qui a amené des réflexions supplémentaires de sécurité par rapport à celles qui avaient déjà été menées. On a travaillé sur la ventilation des locaux en la sécurisant au maximum. Donc, il y a un système d'alarme. Si jamais le niveau de ventilation baisse ou si elle s'arrête, il y a un système d'alarme qui permet d'alerter les gens qui travaillent dedans, de se dire il y a un problème, on doit sortir. Et il y a aussi un double système de ventilation dans les zones critiques, qui fait que s'il y a la ventilation qui tombe en panne, il y en a une qui prend le relais, ce qui évite la rupture d'activité, qui est quand même une activité extrêmement sensible à l'hôpital. Si on n'a plus de service d'anapathe, on ne peut plus rendre des résultats. Donc vous voyez, on a doublé la sécurité. Tous les locaux sont soit des locaux spécifiques avec des ventilations spécifiques pour le chimique, soit des locaux avec des systèmes de ventilation aussi spécifiques, mais peut-être moins contraignants, mais avec des armoires de stockage ventilées pour l'ensemble des sujets chimiques, que ce soit le produit neuf, le déchet, mais aussi les pièces anatomiques. Donc je n'ai pas compté, un nombre d'armoires sécurisées dans le service assez important. Les tables de Que ce serait combien, typiquement? Je sais pas. C'est moins de 10, plus de 10? Ah non, c'est plus de 10. C'est à quelle taille une armoire sécurisée? Pardon? C'est à quelle taille? On vous montrera les photos après. Non, mais, d'accord, très bien, très bien. Une taille, ça va dépendre. En fait, il y a des armoires qui sont des petites, qui sont sous les postes de travail. On en a des très grandes. Donc, j'ai pas de chiffres là-dessus exactement, mais il y en a vraiment plusieurs par pièce. Les tables de macroscopie ont été poussées au maximum de la sécurité dans la mesure de ce qui existe aujourd'hui. Donc elles sont ventilées de façade et sur les fonds. Elles ont des systèmes de capotage qui ont été retravaillés pour que les gens puissent... parce qu'on s'était rendu compte que certains n'utilisaient pas le capotage parce qu'en fait, il était mal conçu. Qu'est-ce que je viens le capotage? Le capotage, c'est une vitre qu'on vient remettre dessus qui vraiment confine l'activité dans une zone, puisque en macroscopie d'anapathe, on est obligé de faire ça manuellement, on ne peut pas automatiser.
Ça, c'est-à-dire quoi? La mise dans le formol, c'est ça quoi? Bah, l'activité de macroscopie, c'est le fait de l'étude et de préparation de la pièce pour l'étude. Donc voilà, on a des tables ventilées, capotées, avec une évacuation du formol, alors en bidon, donc qui est récupéré, et puis bien sûr la ventilation, donc qui évacue la vapeur des formol par les... La partie liquide est récupérée dans un bidon et la partie gazeuse est également récupérée. C'est ça. Donc on continue à utiliser le formol à 4%. Il y a une Et conservation... donc ça suffit. Oui, ça a été... en tout cas, le niveau de... Avant, on avait du 39%, et c'est les gens qui le diluaient dans les laboratoires. Donc, on a retiré cette phase exposante en achetant un produit qui est déjà dilué, en fait. Donc, voilà. Conserve les pièces anatomiques après les premiers examens. En fait, ils sont sortis des seaux de formol et ils sont conservés. Alors, les pièces sont imbibées de formol, mais elles sont conservées dans des sacs, ce qui réduit en fait aussi le volume de formol qui est conservé et qui est mis en armoire sécurisée. On a une élimination des déchets pour les pièces anatomiques non identifiables qui part par la filière risque chimique, puisqu'elle est dans le classement des dangers, elle est supérieure au risque infectieux, donc elle est prioritaire. On a des conduites à tenir en cas de déversement. Et alors cette phrase, elle vient de changer il y a une semaine, mais on a une réception de pièces fraîches pour la pitié et de petits pots pré-remplis pour tous les sites. Parce qu'en effet, suite à un travail qui a été fait, vous verrez au bloc, on est passé des pièces fraîches en journée, et là depuis à peu près une semaine, toutes les pièces sont sous vide et à froid, jour et nuit, envoyées du bloc opératoire vers le service d'anapat, comme l'ensemble des autres blocs du groupe hospitalier qui étaient déjà passés à cette technique-là, du fait du transfert de ces pièces vers le service d'anapat délocalisé. Donc il y a un suivi médical par la médecine du travail, donc tous les 2 ans, et on réalise régulièrement tous les ans en fait, une campagne de mesures, la dernière ayant été bonne. On n'avait pas de déplacement des VLEP, on avait un léger dépassement des 10%, et on a tout de suite... De quel 10% des 12? Alors en fait, la valeur limite d'exposition, on va dire qu'elle est à 100, mais pour les mesures de sécurité, on doit être à 10% de cette valeur limite pour être vraiment en sécurité. Donc on avait un léger dépassement, et on a trouvé en fait, on a trouvé l'activité qui avait fait le dépassement. Donc on a tout de suite rectifié les pratiques pour que ça se reproduise pas. C'était un déversement qui se faisait justement avec le capot ouvert. Donc on vidait le seau, le capot ouvert. Et voilà, on a dédié une table à ça de façon à ce qu'elle soit adaptée à faire ce type d'activité. Ah. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est la salle de macroscopie, là où il y a le plus d'utilisation. Pour vous donner une idée, c'est 800 litres par semaine qui sont utilisés. 800 litres de formol. Le formol par semaine qui sont utilisés. On a une salle qui est dédiée à la macroscopie sur les cassettes, sur les biopsies. Voilà, parce qu'on est un très gros, on a pu spécialiser des endroits particuliers. Et donc voilà pour le laboratoire. Sur les blocs opératoires, donc je vous disais, on envoyait les pièces fraîches en journée, mais depuis une semaine, c'est fini. Tout est sous vide et au froid. Ce qui était déjà le cas pour les autres sites, je vous dis, du groupe hospitalier qui faisait déjà comme ça. On a des pots pré-remplis pour les biopsies, et on commence à faire des tests d'essai sur des pots sécurisés pour le formol. C'est-à-dire des pots où, quand vous l'ouvrez, il n'y a pas le formol. C'est le moment où vous le fermez que vous injectez le formol. Donc là, on est sur des phases de test, avec l'idée derrière de créer un marché pour pouvoir le mettre à disposition facilement. Il y a une conduite à tenir en cas de déversement. Et suite à tout ce travail, on va retravailler sur le stockage, puisque aujourd'hui, on n'a quasiment plus de formol dans les blocs. Donc, nous, il nous est apparu important de se dire qu'on ne va pas faire concevoir des locaux très spécifiques pour des gros volumes, alors que dans quelques temps, on n'a plus de formol. Enfin, on n'en a presque plus. Donc là, on va retravailler avec l'étude de savoir ce qui reste dans les blocs pour pouvoir mettre en place le stockage. Alors, le stockage, j'insiste, c'est le stockage du produit neuf, mais c'est aussi le stockage des déchets à la fin de la filière. Voilà. Oui, effectivement, on met la pièce dedans, on l'insère dans l'automate. L'automate va faire le vide. C'est un petit peu comme la viande au supermarché qu'on peut acheter sous vide. C'est exactement le même concept. Ça vient sceller le sachet, et après, c'est envoyé au service anapat. Et on a aussi la possibilité de mettre en pot. Parlez bien dans le micro, ouais. On a aussi la possibilité de mettre dans des pots
Donc ces dépôts qui ont la particularité d'avoir des trous dans le bouchon pour éviter qu'ils éclatent forcément quand on met sous vide. Et donc pour certaines pièces qui peuvent être un peu fragiles mais de grande taille, on peut aussi les mettre sous vide dans la machine. Alors, on va s'arrêter une seconde sur les pots, parce que vous avez parlé des pots pré-remplis, des pots sécurisés. Là, il y a encore, j'ai l'impression, un troisième pot, je suis perdu dans les pots. Donc, rappelez-nous, les pots pré-remplis. Alors, en fait, sur les grosses pièces, on peut les mettre en sac. Ça nécessite par contre, pour certaines pièces, une préparation. Par exemple, sur les vésicules, il faut les vider avant, parce que sinon, au moment de la mise sous vide, ça éclate. Voilà. Donc, ça demande du coup une préparation avant au niveau du bloc. Et puis, pour les petites pièces ou vraiment les toutes petites biopsies, là, par contre, pour des raisons de sécurité du prélèvement, il faut qu'elles soient mises dans du formol ou dans en tout cas un liquide pour pas qu'elles sèchent. Donc, c'est pour ça qu'on a encore plusieurs étapes de type de conservation. Voilà, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en pot sous vide parce qu'elles sont assez grosses et qu'elles vont pas sécher. Par contre, les toutes petites, on est obligé de les mettre dans un liquide. Et c'est là qu'on a un peu notre limite aujourd'hui, nous, en termes de prévention, c'est que le collège d'Anapat n'est pas toujours en... Voilà. On n'a pas encore aujourd'hui quelque chose de clair sur est-ce qu'on pourrait utiliser autre chose que du formol pour conserver la biopsie. Donc ça, on laisse les médecins Anapat continuer à travailler dessus et nous donner après leurs consignes. Parce que du coup, vous permettez qu'on s'interrompe une seconde, parce que justement, on parlait des pots et on en a là. Marjorie Lafont voulait nous raconter, vous êtes cadre de santé, service d'anatomie, donc justement dans un service d'Anapat, anatomie et cytologie pathologique, au CHI Créteil, avec Olivia Delacruz qui est là aussi, qui vous accompagne, technicienne, dans ce même service du CHI Créteil. Alors, parlez-nous de ces petits pots. La collègue a très bien expliqué, effectivement. Oui, mais vous pouvez nous les montrer individuellement. Alors, ça, par exemple, c'est un... Alors, je les ai vidés, on les a ramenés vides, on ne circule pas avec du Dans formol. lequel il y a de l'eau quand même, non? Oui, en fait, c'était un tampon. Alors après, il existe différents modèles, différents fournisseurs. Je fais de la pub pour personne. Celui-là, par exemple, typiquement, c'est pour les biopsies. C'est du tampon dedans. Il suffit de libérer sa biopsie dans le tampon. On vient clipser... Il n'y a pas de formol, je vous rassure. On vient clipser la deuxième partie. Et là, normalement, dans cette partie au-dessus, il y a du formol. Il y a des petits trous. Et on vient libérer le formol et le mélange se fait. On referme. Et puis, ça peut être envoyé au service Anapat. Les agents qui sont au bloc ou au box de consultation pour faire leur petit prélèvement ne sont pas en contact du formol. En théorie, maintenant, ce genre de produit a des limites. Ça reste un pas de vis. Si une bouteille d'eau est mal vissée, c'est le même principe, ça va fuir. Ça, c'est exactement pareil. Si le pas de vis est pas bien enclenché, ça peut aussi engendrer des fuites. Mais normalement, avec une bonne pratique, une bonne utilisation, on n'est pas censé avoir de la fuite. On a un deuxième système où lui, pour le coup, est à sec. C'est biopsie. Ça marche bien. Après, on a eu pas mal de fuites liées à ce système de pas de vis. Donc, on a travaillé avec un autre fournisseur. Celui-là, pour le coup, c'est un pot qui est sec. Donc, faut aller essayer de libérer sa biopsie à l'intérieur. C'est toujours pour les biopsies. Donc, ils ont tendance à faire comme ils peuvent dans les services de soins, au bloc ou dans les box. Et après, on vient visser, on vient fermer et on vient presser sur le petit bouton du dessus. Ça va libérer le formol à 4%. Ensuite, pareil, c'est acheminé au service d'Anapat. Après, on a ce système-là. J'en ai ramené qu'un, mais il existe d'autres modèles. Où là, c'est plus pour les appendices et les vésicules chez nous. Ou petites pièces. On va appeler ça des petites pièces. Le pot, il est sec. Donc, au bloc, ils mettent leur appendice, leur vésicule. Pareil, on vient visser. Alors, attention, pas de vis. Voilà. Les bonnes préconisations, c'est de mettre sur une face plate pour pouvoir visser son pot proprement. Et pareil, il y a 2 petits trous. Voilà, ils sont là. Hop. Et puis, ça va libérer le formol. Pour pas que ça remonte, il suffit une fois que tout le formol est à l'intérieur avec la pièce, il suffit de remettre un petit coup de l'autre côté. Et ça, voilà. Et les agents, que les soignants, les professionnels au bloc ou pareil dans les box, avec leur petite biopsie, ne sont pas contact du formol. C'est ce qu'on appelle des pots sécurisés. Pour être exhaustif, le formol à l'hôpital, c'est pas que les blocs c'est aussi effectivement toutes les consultations et en particulier tout ce qui est endoscopie.
parce que ce sont des très gros utilisateurs, puisqu'ils font leur travail, ils font beaucoup de prélèvements. Donc, eux, il y a déjà des services qui sont passés en pot sécurisé. Et je vous dis, là, on est vraiment dans la recherche du meilleur pot, aussi bien côté soins, mais aussi côté anapat, parce que justement, le tissu safe, voilà, celui-là, on vient de découvrir qu'en fait, comme il y a des grilles à l'intérieur, les petites pièces, elles restent coincées dans la grille. Donc, au service d'anapat, il faut quand ils arrivent, et on leur annonce un prélèvement, il n'y a rien dedans. Donc maintenant, il faut qu'ils cassent le bouchon pour aller retrouver la pièce qui a été coincée dans les grilles. Pour info, il suffit pas de casser, la grille s'enlève très facilement. Oui, mais il y en a un problème. Mais c'est vrai que nous, par exemple, tout ce qui est bronchique, qui est vraiment minuscule, les prélèvements, on est resté sur ce système-là et pas celui-là. Parce qu'effectivement, celui-là, il y a un petit tamis qui fait que ça libère le formol, mais pour le coup, ça peut repartir à sens inverse aussi. Qui n'est pas le cas de celui-là. Coincé dans la grille. Ouais. Il a fallu casser la grille. Bon, voilà. Donc, c'est les écueils, en fait, aujourd'hui, d'un produit qui n'a pas encore été diffusé à grande échelle et sur lequel on n'a pas de retour suffisamment important sur quelle peau pour peut-être quelle pièce anatomique. On a aussi quelques laboratoires qui utilisent du formol. Alors la parasitologie, mais c'est vraiment c'est une goutte sous hotte pour une technique très particulière. Donc c'est vraiment une utilisation très très rare avec des petites quantités. Ça me demande dire qu'il faut le chercher un peu partout. Hein. Alors à l'hôpital aussi, on a des chambres mortuaires. Enfin nous, en tout cas dans nos hôpitaux. Et on a des thanatopracteurs qui interviennent. Et donc, on doit se mettre en conformité pour leur mettre des locaux qui soient conformes pour leur activité. Et de plus en plus de grosses recommandations demandent à retirer le formol pour les soins de conservation des corps. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé, c'est que là où on faisait des soins de conservation quasi automatiques, aujourd'hui, ça a été une inversion. C'est à la demande des familles. Donc du coup, on réduit l'utilisation du formol. Et puis il y a des recommandations de l'ANSES du coup de 2020 qui ont demandé une limitation drastique du formol dans le cadre de la thanatopraxie avec des études sur des produits de substitution qui apparemment donnent le résultat, si j'ai bien suivi. Voilà. Et donc voilà, on vous a remis une petite frise en fait qui fait le parallèle entre la réglementation et en tout cas au sein de notre hôpital et du groupe hospitalier de ce qu'on a. Donc, vous retrouvez la réglementation en haut et en dessous, ce qui a été fait à l'hôpital au moment où la réglementation, où les découvertes de dangers sur le formol ont été mises en place. Donc, voilà. Alors, franchement, c'est une démarche, effectivement, on voit bien là, il y a un échange permanent entre l'ANAPAT et les blocs ou les services. Pour que toutes les contraintes des uns et des autres soient bien prises en compte, parce que pour que ça marche, il faut que ce ne soit pas une contrainte pour l'un ou pour l'autre. Si pour l'un, ça facilite, mais que pour l'autre, ça complexifie, ça finit par ne plus fonctionner. Donc là, on a vraiment une dynamique au sein de l'hôpital du groupe hospitalier même, qui est vraiment très, très intéressante, avec même des réflexions sur des protocoles où ils vont revoir les protocoles pour vraiment simplifier pour les deux côtés, quoi. Parfait, merci beaucoup. Merci infiniment. Alors tout ça, c'est possible parce que ce laboratoire d'Anapat, il est tout neuf, vous l'avez, n'est-ce pas? Parce que c'est à l'occasion de regroupements au sein de votre groupement hospitalité que... Alors, non, parce que en fait, ce que j'ai pas ajouté, c'est que dès 2012, il y a des blocs opérateurs qui avaient commencé à faire du sous-vide. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une activité nouvelle. En fait, ce qui a été intéressant dans le regroupement, c'est qu'on a pu, suite à la reconstruction du bâtiment d'Anapat, augmenter le niveau de sécurité qui était déjà en cours sur les hôpitaux. Voilà, ça a permis par contre de vraiment l'intégrer, comme on nous demande dans la réglementation, d'intégrer la prévention au plus près dans la conception du bâtiment. C'est la différence, mais c'est une activité, vous avez vu au cours du temps, il y a quand même beaucoup de mesures qui avaient été prises. Avant, c'est pas le regroupement qui aujourd'hui nous a dit tiens, on va se mettre à faire de la sécurité aujourd'hui. Non, on a remonté d'un niveau le niveau de sécurité, mais il était déjà présent puisque les mesures de limite d'exposition qui étaient déjà faites depuis plusieurs années nous rendaient des résultats qui nous satisfaisaient. On avait déjà un bon niveau de sécurité. Là, on monte encore le niveau de sécurité.
Alors, Dominique Brunet, Sandrine Rémy, j'aimerais bien juste une réaction à cette description. Est-ce que c'est un peu le monde idéal? Mais c'est très bien parce qu'effectivement, enfin bon, moi j'étais venue ici en me disant, bah voilà, enfin ce qu'on avait fait, enfin l'agence l'ANSES, en fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas des acteurs de terrain. Donc en fait, nous on travaille avec de la bibliographie, on fait une revue de la littérature et puis on voit les pistes qui peuvent se dégager. L'importance sur la technique de substitution, en sortant peut-être un peu aussi du cadre du formaldéhyde, c'est de faire effectivement, comme vous l'avez dit, travailler des acteurs, l'ensemble des acteurs ensemble, parce que sinon ça ne peut pas avancer. Et puis, il ne faut pas hésiter, quand on veut initier une démarche de recherche d'alternatives, à bousculer un peu les pratiques, à prendre les aspects pratiques sous un tout autre angle. C'est pour ça que quand on avait sorti l'expertise, on était, je ne vais pas dire qu'on était sceptiques, mais en tout cas, on avait des pratiques qui les montraient, mais on n'était pas sûr que ça soit beaucoup mis en place dans le secteur. C'était notamment tout ce qui était séparer la phase préanalytique de la phase analytique. Derrière, sur la recherche d'alternatives, effectivement, on a séparé la phase analytique c'est quoi? c'est par exemple quand on voit le prélèvement des pièces, voilà, C'est le préanalytique. Voilà, c'est le préanalytique. On peut effectivement les transférer. On avait proposé effectivement des mises sous vide, de la mise sous froid. Donc on voit que moi je suis très contente parce que je vois qu'au final sur le terrain ça peut être mis en pratique. Donc ça, quelque part, je me dis ce qu'on a écrit, ça a servi à un moment donné. Pareil, on a aussi proposé ces techniques avec les flacons où on allait même nous jusqu'à dire, mais peut-être à terme, mais là je vais rentrer après sur les freins, parce que je vous confirme qu'aujourd'hui, a priori, le substitut, il n'existe pas. Mais on avait dit aussi que ces flacons sous vide, nous, après, on a une agence de sécurité sanitaire. Donc, en premier lieu, sur l'alternative, c'est ne plus utiliser le formol. Et donc, on avait fait des prospectives sur des alternatives possibles. Mais c'est vrai que les données disponibles dans la littérature montraient qu'il n'y avait pas... En général, les substituts étaient moins efficaces que le formol. Enfin, on avait un gros désavantage, c'est que les substituts, ils n'avaient pas les capacités, on va dire, biocides. Donc, du coup, on engendrait aussi un autre risque qui était le risque infectieux et biologique. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. On n'avait pas fait de préconisation particulière, mais en tout cas, on avait identifié les leviers, les freins, ce qui était possible, et puis des pistes de recherche, parce qu'après, on sait aussi qu'en anapathe, l'utilité aussi de l'anapathe, c'est de pouvoir aussi, je pense, retourner derrière sur les prélèvements, pour le diagnostic. Un prélèvement se garde longtemps, des mois? Oui, oui, je connais le... Encore plus si on veut, non? C'est question. Formolé, on a encore des pièces du siècle dernier, même 2 siècles d'avant. Hein. Oui, c'est ça. Mais dans la pratique, on les garde combien de temps, les pièces? Ça dépend de ce que le médecin souhaite? Ça dépend, et ça dépend si c'est des enfants, ça peut être 50 ans. Ah, bien dans le micro, parce que alors là... Si ce sont des enfants, des pièces des enfants, ça dure 50 ans. D'accord. Mais on les garde 50 ans, non? Ah, d'accord. On garde On les stocke quelque part. les lames, 50 ans, et au moins certaines pièces. Les lames. Ok, d'accord. Et certaines pièces également. Les lames et les blocs de prélèvement. Mais pas le tissu en lui-même, à un moment donné, c'est mis quand même en déchets, sauf ce qu'on a prélevé pour pouvoir analyser. Ça, j'ai compris. Alors, Sandrine Rémy, vous êtes, je vous présente quand même, vous êtes contrôleur de sécurité, référente dans le secteur sanitaire et médico-social à la CRAMIF. Et vous avez été formatrice en prévention des risques chimiques. Et moi, ça m'intéressait quand même aussi d'avoir votre réaction à ce qui se passe de beau chez le docteur Louette. Oui, moi je rebondis. Effectivement, à la CRAMIF, nous sommes des acteurs de terrain. Donc, contrairement, voilà. Et donc, nous, on voit sur le terrain les situations de travail et on voit que ça, depuis une dizaine d'années, ça a commencé à évoluer pour la prévention de l'exposition au formol, notamment pour les petites pièces anatomiques. Donc, avec tout, on fait aussi de la veille technique. Et donc, on a vu qu'il y a en gros 6 fournisseurs de petits pots sécurisés. Et donc, on engage en fait les salariés à tester ces pots, puisque effectivement, parfois, comme vous le disiez très bien, les pratiques montrent que il y a des fuites, voilà. Mais ceux qui testent et qui voient effectivement la bonne technique à avoir, ils travaillent avec les fournisseurs pour se prémunir des problématiques quand il n'y a pas de solution pour mettre la petite pièce, ils en rajoutent. Je ne vais pas les citer les noms des différents fournisseurs, mais ils s'adaptent, certains s'adaptent. Donc ça, c'est déjà de bon augure, quoi. Et donc après, il y a aussi l'évolution pour préserver les grosses pièces anatomiques. Et là, on a parlé de quelques
automates, en fait, automates. Alors, on va en reparler ensuite des automates. Juste, ça m'intéressait d'avoir votre réaction juste à ce qui se passe là. Est-ce que je résume bien? Si je dis le formol, on ne va pas s'en débarrasser, on en a besoin. Simplement, il y a quand même des moments en pré-analytique où on peut récupérer la pièce, la passer en sous-vide plus du froid. Ça permet de la conserver 72 heures maximum au froid. Et puis de toute façon, là, à un moment donné, il va falloir passer au formol. Et si on peut le faire, le passage au formol, si on peut le faire dans le service d'Anapat, ça c'est parfait parce que eux, ils ont les techniques, ils ont les moyens, ils ont les hottes, ils sont équipés, ils ont les extractions, etc. Et sinon, on a aussi quand même les petites boîtes qui sont très pratiques pour les petites pièces. Bon, j'ai compris. Oui. Et nous, en fait, sur Créteil, en tout cas, les blocs sont équipés des automates sous vide. Mais nous, dans notre service, on est équipé de la même machine, mais qui, elle, est capable de mettre du formol. Donc, on réutilise le même sac. Des examens sont faits à l'état frais par nos pathologistes. Et ensuite, donc, sont tranchés en fonction pour qu'il y ait une meilleure absorption du formol sur les pièces. Et il suffit qu'on réutilise leur sac. Et après, on met dans la machine, ça va peser le poids et ça va adapter le ratio de formol et ça va revenir ressouder le sac. Donc, ce qui permet aussi, pareil, en termes de déchets, d'avoir aussi des volumes parfois un peu moins élevés et ça a un coût, les déchets aussi derrière. Donc voilà, ça nous permet de réutiliser le même sac. Donc, au CHI Créteil, vous voulez nous montrer quelques... Pas grand-chose à vous montrer. Je sais pas, il y a un film, Stéphane nous dit qu'il y avait un film. C'est Madame Rémy? Ah, d'accord. Donc, ces automates-là servent au bloc opératoire pour mettre la pièce sous vide, d'accord? Donc, c'est Ça, quelle taille, ça, c'est... Ces appareils-là permettent juste de mettre sous vide. Machine à laver. Et après, suivant, il existe d'autres automates qui permettent de mettre sous vide, mais alors soit sans formol, soit avec formol. Et c'est cet automate qui est au CHI de Créteil et qui est aussi... à la clinique de l'Essonne. Alors, attendez, je mets ma pièce dans mon sachet, Madame Rémy. Je mets ma pièce dans mon sachet, on y met du formol, et ensuite, il y a du vide qui est fait, et donc, j'essaie de comprendre, hein, on me dit du sous-vide avec du formol, où est le formol, où est le vide? Non, il y a effectivement au bloc, ils mettent sous vide. Et après, dans le service Anapat, où ça dépend comment équiper les établissements, mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Nous, dans le service Anapat, on vient mettre le formol et ça ressout. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas remplir et faire du sous-vide. Sinon, ça va aspirer le liquide. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Il existe d'autres automates qui permettent de mettre dans des seaux au lieu dans des saches. Bon, on les a pas ramenés, les seaux. Et ça, c'est d'autres automates qui existent. Suivante. Celui-là aussi, c'est avec des seaux. Et un dernier. Alors, attendez que je comprenne. Donc, il y a mon seau, là, par exemple, on regarde celui-là, n'y touchons plus. Donc, il y a un seau à l'intérieur de la petite porte blanche, si vous regardez l'image. C'est ça. Et donc, je dépose la pièce quelque part. Donc là, par exemple, la pièce est mise dans le seau, elle est pesée, elle est mise dans le seau, et l'automate délivre. Donc, on ferme On ferme la porte. Et l'automate délivre le formol dans le seau, puis le soude. C'est quoi, un opercule? C'est un film plastique soudé, et ensuite, il est mis un autre couvercle par-dessus. Voilà. Donc ça c'est un exemple d'automate de remplissage, distribution de formol aussi. Et il permet également de mettre sous vide en seau. On peut faire soit la technique de mise sous vide, soit la technique de remplissage au formol. L'un ou l'autre, j'ai compris. Parfait. On continue avec vous, Marjorie Lafont. Vous nous racontiez comment ça se passe chez vous, donc au CHI Créteil. Le formol, vous m'avez dit, il est très utilisé chez vous. Surtout dans le service d'Anapat. Ça a été un choix sur notre établissement à Créteil, en tout cas à Villeneuve, parce qu'on a 2 sites. On a Villeneuve-Saint-Georges et on a Créteil. On est en GHT. Donc à Créteil, il y a l'activité des 2 établissements. Villeneuve-Saint-Georges y était passé déjà de plusieurs années, bien avant qu'on travaille ensemble. Créteil, ça a été une montée en puissance de la part des blocs qui voulaient se libérer du formol parce que les hottes qu'ils ont au sein du bloc prennent énormément de place
et en plus parfois pas bien utilisé. Donc ça a été un vrai choix chez nous. Donc on est passé au zéro formol depuis maintenant 2-3 ans. Donc effectivement, comme ailleurs, ça se fait très bien. Toutes les pièces dans la journée nous arrivent sous vide, arrivent dans le service. Et quand on est fermé, et le week-end, ce qu'on est fermé aussi, les pièces sont gardées sous vide au réfrigérateur. Maximum 72 heures. Et avec Villeneuve-Saint-Georges, on a 2 ramassages, un matin, à l'après-midi. Et pareil, les prélèvements, ils les mettent sous vide. Ou alors, quand c'est une petite pièce, un PADIS, vésicule, éventuellement sleeve, ce qu'on a un peu plus grossi, ça peut être mis dans ce genre de prélèvement. De pot, je veux dire. Alors, il y a un local, enfin, il y a des problèmes techniques qui peuvent se poser. Par exemple, s'il y a un local où, enfin, d'abord, votre activité, elle a doublé avec la création du GHT, si je ne me trompe pas. Ça, nos locaux sont historiques, sont de 2012 et on s'est rassemblés en 2016. C'était ça, nos locaux, de quoi? Notre service service est de 2012. C'est un service qui a été refait en 2012, sauf qu'il a été conditionné pour l'activité de Créteil. Sauf qu'en 2016, on a GHT du coup, et on a récupéré toute l'activité de Villeneuve-Saint-Georges. C'est posé la question de redimensionner notre parc d'automates parce qu'on n'avait plus du tout la même activité. Et voilà. Et aujourd'hui, on est un peu étriqué dans nos locaux, mais voilà. Après, on fait quand même. On a eu des adaptations aussi en termes de ventilation, d'armoires sécurisées, mais on a fait avec les moyens du bord. Et donc, il y a un vestiaire, par exemple, qui est devenu pièce de réserve. Exact. Voilà. On a dû effectivement... Alors, le service est partagé avec le service de chirurgie et il a fallu qu'on s'agrandisse et on a dû se déployer. Les secrétaires qui étaient à l'intérieur du service, elles ont dû sortir à l'extérieur du service, donc elles sont toujours sur le même étage, mais dans un autre couloir. Il y a les vestiaires qu'on a réquisitionnés, les vestiaires du laboratoire et du service ANAPAT. On a réquisitionné les vestiaires hommes et vestiaires femmes, où on a dû en faire des pièces techniques. Et voilà, donc c'est les chaises musicales, c'est Tetris, on essaye de faire ce qu'on a avec faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, c'est ça. Alors tout à l'heure avec le Méopa, on a vu que c'était quand même très compliqué de tout refaire, ça allait coûter extraordinairement beaucoup d'argent, et certains ont dit, mais attendez, on va se simplifier la vie, on va mettre des masques, on va mettre des EPI, et ça va aller beaucoup mieux. Alors il y a un débat, j'ai compris, sur le sujet, bon, tout le monde n'est pas du tout d'accord, et vous êtes quand même venu aussi avec un masque. Donc moi je croyais qu'avec mes automates, mes opercules, mes petites boîtes, mon sous-vide, j'allais réduire l'exposition considérablement. Mais finalement, un petit masque, pourquoi pas, quoi. Alors, il fait réagir, votre masque, hein, j'ai l'impression, quand même. Il y a un petit air Seconde Guerre mondiale, là, qui... Première Guerre mondiale. Même si on est équipé, effectivement, même si on a des armoires ventilées, on a aussi des automates qui utilisent, autres que ceux qu'on vous a présentés, qui utilisent le formol. Ne serait-ce que notre automate à déshydrater les prélèvements, qui est le processus, une fois que la macro elle est faite, les prélèvements vont passer dans un automate à déshydrater toute une nuit. Et en fait, dedans, il y a aussi du formol. Donc, on a aussi changé nos pratiques toujours dans le but d'améliorer la sécurité des techniciens. Et donc, lors de changement des réactifs de la machine, ils sont obligés, je les oblige, Olivier, elle est là pour témoigner. Et voilà, c'est tout. Ils sont obligés d'utiliser ce genre de masque. Donc, c'est des cartouches bien particulières. Ce sont des masques donc intégraux, voilà, mais ils ont aussi leurs limites. Par exemple, quelqu'un qui a des lunettes, ça fait énormément de buée, donc c'est pas envisageable. Sinon, elle est obligée de travailler sans lunettes et remplir des bidons sans lunettes, c'est un peu compliqué. Donc, on a le modèle avec espèce de masque. On n'a pas emmené le masque, mais il y a aussi un masque normalement un peu style plongée. Voilà. Et ça me permet de remplir. Donc, ça me permet de respirer. Ça évite ça permet de respirer d'une part. Je prendrai un autre masque. Donc, les deux sont pas liés, si je puis dire, et donc je peux garder mes lunettes, c'est ça? C'est ça. D'accord. Oui, parce que voilà, celui-là, je vous mets au défi de le porter. Ça vous a fait très, très vite de la buée. Et en plus, ce genre de masque a aussi des limites. Tout homme barbu ne peut pas les porter non plus. Donc, de la discrimination. Voilà. Et ça fait partie des mesures au quotidien
qu'on a aussi contre le formol. Après, on l'utilise pour le formol, c'est vrai, mais dans le service Anapat, il y a aussi plein d'autres produits chimiques, tels que le xylène, qui peut aussi donner des céphalées, et ça peut être aussi des céphalées à vie. Donc, pour le coup, tout changement de machine où il y a ce genre de produits chimiques, mes techniciens sont contraints d'utiliser ce genre de masque. D'accord. Il y a des histoires de coûts associés à tout ça, tout ce matériel, parce que vous faites plaisir à Madame Brunet, plaisir à Madame Rémy, mais en même temps, vous faites plaisir aussi aux industriels qui en vendent, et tant mieux pour eux d'ailleurs, mais voilà, c'est... Voilà, effectivement, ça a un coût. Il faut savoir qu'avant, historiquement, nos pots pré-remplis, pour vous donner une petite idée, je les achetais 20 centimes le pot. Aujourd'hui, ce genre de modèle, en grosso modo, on est à 2 € le pot. Comment ça se fait? C'est pas moi qui les vends, j'ai pas d'action. Voilà, donc c'est parce que il y a du plastique, il y a de la technologie, avant le pot pré-rempli, c'était un pot comme ça avec du formol. Donc les agents les ouvraient et en fait inhalaient le formol. Donc à aujourd'hui, notre établissement a fait le choix. Certes, c'est un investissement, mais on a fait le choix de passer au zéro formol. On m'a dit ça a mis du temps quand même pour convaincre l'établissement. C'est vous qui avez été moteur là? Oui, ouais. J'avoue que je me suis battue bec et ongle, mais il y a une certaine dynamique. Après, le bloc nous a aussi aidés, parce que aussi, après, je vais pas m'en mentir, le bloc, pourquoi ils ont aussi enlevé la hotte, c'était aussi de gagner de la place pour pouvoir faire une salle de bloc supplémentaire. Donc tout ça, ça a un coût. Ça permet que l'établissement puisse aussi faire un peu plus de blocs à la journée. Donc ça a été aussi un des leviers pourquoi on est passé au zéro formol. Et puis oui, le formol, c'est cancérigène avéré et on rigole pas. La santé, je trouve qu'elle n'a pas de prix. Donc aujourd'hui, faut protéger nos soignants, certes, qui sont dans les salles de soins, dans les box, mais aussi bien mes techniciens qui travaillent au quotidien avec. Olivier, je me tourne vers vous quelques instants, que vous nous racontiez un petit peu comment ça se passe, ce passage avec toute cette technologie autour du formol. Alors moi, ça fait 15 ans que je suis technicienne en Anapat. Donc j'ai vraiment vu l'évolution de l'utilisation du formol et de l'exposition au quotidien en fait. Et c'est bien que ça évolue. C'est vrai que sur le moment, on est dans la routine, on s'habitue. On s'habitue à l'odeur, on fait avec, on n'a pas le choix sur le moment. Donc voilà, c'est bien que Marjorie ou d'autres personnes, d'autres cadres prennent l'initiative d'améliorer les conditions de travail du personnel. Et c'est vrai que sur le moment, on n'y pense pas en fait, c'est juste ça. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'utilisation des pots et des sachets, tout ça. Parce qu'en fait, c'est bien beau, c'est dans la théorie, on n'est pas exposé au formol, mais en vrai, ça fuit. Ça fuit. Et parfois, dans les services, il y a des petites confusions. Ils pensent que le tampon, c'est du formol. Donc, ils nous ramènent des pots qui, par exemple, ont prélevé le vendredi soir, qui ne nous ont pas envoyé tout de suite. Ils le laissent dans le tampon. On les récupère le lundi matin. Ils sont restés dans le tampon à température ambiante. Donc, du coup, on les réenclenche le lundi matin, mais du coup, l'esquimée froide, elle a pris un sacré coup dans le nez. Pareil, avec ces pots, avec ce système d'enclenchement, prélèvement à sec, petite biopsie, ça pardonne pas non plus. Donc, il faut constamment vérifier que c'est bien enclenché, toujours. Pour les sachets, c'est pareil. Pour la mise sous vide, on peut mettre des très grosses pièces, parce que là, c'est la plus grande taille. Il y en a une plus petite aussi. Ça, c'est la plus petite. La toute petite. Bon, vous vous dites, c'est assez grand, on peut mettre assez de prélèvements dedans, on peut mettre une sleeve ou quoi que ce soit. Pour le sous-vide, c'est suffisant, mais en mise en formol, ça a une autre histoire, parce qu'il faut respecter un certain ratio de formol. Et ce genre de petits sachets, on peut mettre maximum, quoi, c'est une vésicule, c'est maximum tout petit, quoi. Et typiquement, il y a 7 semaines, j'ai eu un utérus morcelé. 3 kilos. Sachant que ce genre de sachet qui paraît assez grand, en vérité, pour pouvoir respecter ce que le commercial préconise, entre guillemets, il dit qu'à 1 sur 3, un ratio de 1 sur 3 poids prélèvement poids formol, c'est suffisant sous vide. Pour pouvoir respecter ça, j'ai fait des tests, entre guillemets, en mettant les prélèvements, je voyais que la machine ne voulait pas.
ça supporte 600 grammes, 700 grammes maximum pour pouvoir faire un ratio de 3. Donc imaginez un utérus de 3 kilos morcelé, ça fait je ne sais combien de sachets. Voilà, et c'est ça, il y a des limites à tout ça. Et pareil, le port du masque, personnellement, ça me provoque des douleurs cervicales, ça me lance dans le bras. À porter, c'est très difficile. Ouais, à long terme, c'est difficile. Donc il faut vraiment limiter, entre guillemets, le port du masque, regrouper au maximum le... Aujourd'hui, on limite quand même le port du masque parce qu'on ne pourrait pas le porter toute une journée. Par exemple, nous, on n'a pas chez nous, quand malheureusement que la ventilation se coupe, ça nous fait un arrêt d'activité parce que du coup, on refuse de travailler pendant 2-3 heures avec ce genre de masque parce qu'effectivement, c'est insupportable à porter. C'est bien 20 minutes max le temps qu'on change la machine à déshydrater ou notre automate à faire les colorations. Mais voilà, ça a quand même ses limites. Effectivement, c'est lourd. Aujourd'hui, il n'y a pas de substitut de haut formol, donc on fait aussi avec ce qu'on a. Mais il est aussi important que tout le monde se protège parce que dans quelques années... on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Puis c'est très drôle, avec ce genre de masque, on se prend toutes les vitres, les machins. Merci beaucoup, Olivia Delacruz. Alors, il y a un spécialiste des masques ici, Monsieur Delestre. Il est, je vais vous expliquer, diplômé en thanatopraxie. Il est le président d'AFIT, qui est un centre de formation pour les thanatopracteurs. Et voilà, donc la thanatopraxie, c'est les soins aux personnes décédées. Et évidemment, quand une personne, quand la famille souhaite pouvoir voir le défunt, pour qu'il soit présentable, il faut avoir réalisé un certain nombre d'activités, si je peux dire, sur le corps, et notamment avoir remplacé tous les fluides par du formol. Donc, c'est ce qu'il fait. Et alors, lui, il dit que lui, il travaille sous masque en permanence. Alors, c'est un masque qui s'appelle le masque Clean Space. C'est un masque ventilé avec moteur pour ne pas sentir les vapeurs. Et il dit, mon laboratoire est imprégné d'eau. De toute façon, il faut travailler sous masque. Dans ses formations thanatopracteurs, il les invite à travailler sous masque. Alors, je ne sais pas si ça, c'est un masque Clean Space. Parce qu'il y a aussi les masques 3M. Ça, c'est un masque 3M ? D'accord. Et il dit, les masques 3M, ça, c'est pas formidable. C'est pas que c'est pas formidable, je ne me permettrai pas parce que je suis quand même pas spécialiste, mais ce qu'il explique, c'est qu'un masque 3M, effectivement, ça coûte 40 €, mais la cartouche également, et c'est une durée de vie assez courte de la cartouche, puisqu'il faut changer de cartouche toutes les 3 semaines, et il n'y a pas d'alerte. Donc je ne le sais pas lorsqu'il le faut. Bon, en revanche, avec l'autre masque Clean Space, là, ça dure 1 an. La cartouche dure 1 an. Donc voilà. Et il dit en plus que le masque provoque une survascularisation pulmonaire, le masque 3M. Donc il recommande le masque Clean Space. Et c'est un masque... il dit que les masques ventilés, parce que ça, c'est pas un masque ventilé, je pense. Voilà, c'est ça. Donc, le secret, c'est le masque ventilé. Les masques ventilés sont rares. Lui, il a fait venir son masque d'Australie. Et une cartouche dure 1 an. Et voilà ce que je voulais vous dire sur les masques. Voilà. Est-ce que quelqu'un connaît les masques Clean Space, les masques ventilés? Pas particulièrement? Si? Oui, monsieur? Bonjour à tous. Alors, concernant les masques ventilés, il est vrai que ce sont des masques qui peuvent être utilisés notamment en sous-section 3 lors de déséventage. Voilà, ça, c'est un peu la même chose. Ce sont des masques avec des cartouches attenantes, mais attenantes à la ceinture et avec un petit moteur qui vient vous faire un apport d'air frais. Frais dans le sens que l'air est simplement filtré par les cartouches qui sont sur le côté. Et j'ai quelques doutes sur le 1 an, tant qu'à la durée de validité de la cartouche. Ça reste du charbon actif. Non, 1 an apparemment, que ça a été dit pour Clean Space. C'est très étonnant. Alors, en thanatopraxie, et d'autant plus que les valeurs limites d'exposition auraient dû être mesurées, et que forcément le formaldéhyde est présent dans l'entièreté de ces meubles, de ces locaux, de ces tissus, il vaudrait peut-être mieux partir directement sur un appareil respiratoire isolant. Donc, la prévention préconise plus la protection collective avant la protection individuelle, d'accord ? Donc, dans les chambres mortuaires, ce qui est préconisé, c'est quand même de capter à la source le formaldéhyde. Alors, il existe donc des doses réaspirants qui sont placés le long du mur
où on positionne la table où il y a le défunt. Et donc, ces dosseret aspirants peuvent être un peu capotés sur les côtés avec des lamelles souples et un petit toit pour bien confiner pour que ça aspire, que ce soit efficace en fait. Voilà, il faut confiner au mieux cette zone. Et donc, il existe ça, ou aussi des tables ventilées, des tables où sont positionnés le défunt, ventilés avec une extraction écrogée à l'extérieur. Oui, mais ce qui m'a expliqué, c'est que souvent, ces endroits où on fait de la thanatopraxie, c'est en souterrain, on veut pas savoir, on veut pas le voir, c'est en souterrain, ce sont des endroits qui sont imprégnés, et donc, lui, je sais pas s'il est très... ouais. Donc, les agents hospitaliers travaillent dans ces locaux aussi, sont exposés à l'inhalation suite aux soins de thanatopraxie. Les personnes qui font le nettoyage, des personnes qui sortent les corps sont exposées dans ces locaux. Donc, il faut ventiler déjà, avoir une ventilation générale, plus un captage à la source, c'est ce qu'on préconise. D'accord. Docteur Louette. Si je puis me permettre, effectivement, je reviens à tout le monde, il faut ventiler les locaux avant même de penser à mettre des masques ou quoi que ce soit. Ces masques-là, de toute façon, quels qu'ils soient, sont pas portables plus de 2 heures parce qu'effectivement, c'est très difficile, c'est très pénible et tout le monde ne peut pas les porter. Donc, ça me paraît hallucinant. Concernant la thanatopraxie, on ne l'a pas dit, c'est aussi une source de pollution des sols que, effectivement, d'utiliser beaucoup de formol. Donc, on est aussi sur le mode attention à la planète, probablement ne pas utiliser plus de formol que nécessaire. C'est la première chose. De la même façon pour le méopa est toxique effectivement pour notre couche d'ozone. Donc, aussi, on réfléchir aussi dans ce sens-là. Ouais, je vais aller un peu plus loin. Ok, on avait dit qu'il n'y avait pas forcément d'alternative, en tout cas dans la thanatopraxie non plus. Par contre, on avait eu quand même des échanges avec des fabricants de produits où effectivement on avait, on avait éliminé certaines alternatives parce qu'elles contenaient aussi d'autres produits chimiques qui étaient toxiques, notamment par exemple le méthanol, donc qui engendraient aussi d'autres risques et donc on n'avait pas retenu notre expertise. Mais en fait, les fabricants faisaient des tests aussi pour les changer éventuellement avec du méthanol comme co-solvant avec les produits qui pouvaient avoir une activité un peu biocide ou de conservation. Et je pense que là aussi, les fabricants qui pouvaient développer ces produits-là en lieu et place du formol, ils étaient en attente aussi d'une impulsion, on va dire, du marché. Donc, je pense que là aussi, il faut aussi que les sociétés de thanato, elles discutent et qu'elles veuillent vraiment enclencher un changement parce que je pense que là, c'est un peu plus jouable, c'est un peu plus facile. Ce d'autant plus que si on regarde les pratiques qui se font, en France, effectivement, les soins de conservation, déjà, il y avait le fait que dans certains contrats d'obsèques, ils sont inclus, les soins de conservation. Il n'y a pas forcément besoin pour chaque défunt d'un soin de conservation. Donc là aussi, le ministère de la Santé avait travaillé sur le fait qu'il fallait informer les familles pour qu'elles prennent la décision de oui ou non, on fait absolument un soin de conservation, parce que ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Il y a des pays en Espagne où il n'y a pas de soin de conservation et, l'organisation derrière des obsèques, elle se fait dans d'autres conditions ou plus rapidement. Donc ça aussi, je pense qu'il faut le garder en tête. C'est peut-être aussi la société qui est peut-être aussi à impliquer là-dessus sur ce qu'on... Donc je pense qu'il y a tout un paquet d'acteurs à mettre effectivement aussi autour de la table pour aussi réduire les expositions de ces professionnels. Voilà. J'entends réagir là, mesdames. Je disais que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure ensemble. On dirait que peut-être il fallait justement revoir les méthodes, peut-être supprimer justement ces soins et pour éviter l'exposition des salariés et des sols aussi. Donc, voilà. Supprimer ces soins. Alors, attendez, on va juste avoir Madame Brunet. Allez-y, Madame Brunet. Je pense qu'il y a des cas où on ne pourra pas supprimer. Je sais qu'il y a des cas où si les défunts, il y a eu des accidents graves de voiture, je pense que les familles qui veulent absolument revoir leurs défunts, il y a des fois où ça sera obligatoire. Mais je pense que ce qu'il faut aussi, c'est éviter c'est pas systématique. Donc là aussi, ça permet de réduire les expositions de ces professionnels parce que derrière, c'est aussi leur santé qui est en jeu. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, il y a des contrats d'obsèques qui le prévoient de toute façon. Et c'est peut-être cette automatisation quand même qui pose peut-être problème. Pour répondre sur les masques, ce qu'on n'a pas mis dans le diaporama, mais qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, on a des machines de déshydratation qui nous posaient problème, et aujourd'hui, on en a qui sont sans formol. Donc, du coup, on a éliminé aussi le formol dans cette phase de déshydratation qui nous évite, du coup, d'utiliser le masque. Donc, nous, les masques, on les a. Ils sont dans le laboratoire en cas d'accident, de déversement.
Et si, par exemple, il y a un arrêt total de la ventilation et qu'il y a une activité qui est en cours pour la préservation quand même de la pièce, tout le monde sort, on s'équipe, on finit ce qu'on a à faire, on sécurise la pièce anatomique et ensuite on ressort. Donc c'est vraiment dans le cas de l'accidentel. Il n'est plus utilisé il n'est pas utilisé en continu comme nos collègues à côté. Ça a fait partie aussi des choix de sécurisation du laboratoire. Merci, bonjour à tous. Franck Baretti, je représente Medipat, qui est le principal, le plus gros laboratoire d'anapath privé en France. On traite environ 1 600 000 prélèvements par an dans 4 régions françaises, donc totalement d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je voudrais simplement remettre un petit peu le contexte. 70 à 75% des prélèvements d'anapath en France sont traités par des laboratoires privés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie grosso modo que 70 à 75% des prélèvements sont réalisés dans des établissements qui ne disposent pas de services d'anapath en interne. Par définition, donc, ces prélèvements sont collectés, sont traités par nous qui sommes des sous-traitants. Pardonnez-moi le mot, mais c'est la réalité des choses. Ce qui signifie que sur le plan logistique, nous venons dans vos établissements, nous collectons les prélèvements, nous les ramenons sur nos plateaux, nous les traitons. Tout ce qui a été dit par tous les intervenants, nous vivons au quotidien, donc nous sommes 100% d'accord avec cela. Par contre, sur la pièce fraîche, par exemple, je suis désolé, je vais être très très pragmatique, mais en effet, au sein d'un CH, ça peut fonctionner. Pour les 70-75%, quand vous avez une collecte de prélèvement avec un coursier qui va faire ses 500 km par jour et qui va garder le prélèvement pendant 3 heures dans une camionnette qui n'est pas réfrigérée, ça pose un gros problème. Et de façon très pragmatique, 75% des prélèvements en France vont suivre ce circuit logistique. Donc je pense, quand on va travailler en partenariat et en total pragmatisme, on ne peut pas ignorer que 75% de ce flux sera réellement traité de la façon dont je viens de vous le décrire. Premier point. Deuxième point, en ce qui concerne les pots sécurisés. Encore une fois, 100% d'accord. Nous avons participé au co-développement d'un des produits. Ils sont encore en pleine évolution. Pour l'histoire du coût, aujourd'hui, avec des volumes qui sont les nôtres, on arrive à avoir des pots à 1,40 €, 1,50 €. Donc vous voyez, on est encore sur un coefficient 5-6 par rapport à un pot pré-rempli. Troisièmement, je suis ravi d'avoir entendu justement en préambule qu'il n'y avait pas de substitut, puisque c'est notre position et c'est la position scientifique. Donc c'est très bien, je ne vais pas développer. Et quatrièmement, je vais être très très pragmatique. De façon générale, et il y a ici dans la salle d'autres acteurs d'anapath privé, nous sommes extrêmement sensibles au sujet du formol. Nous vivons tous les jours, c'est notre cœur de métier. Je vais parler pour notre paroisse. Nous avons 750 salariés, 500 techniciens qui vivent avec le formol au quotidien. Donc croyez-moi, moi je suis directeur général du groupe, c'est ma priorité absolue au quotidien et je ne peux qu'adhérer à ce que vous avez dit aujourd'hui. Ceci étant dit, on parlait tout à l'heure d'exemples très précis. Exemple, un VIP, un automate de déshydratation avec le masque et la cartouche qui a fait sourire tout le monde. On souriait également parce que la cartouche en effet c'est 40 €, le masque c'est 100 €. Quand vous multipliez ça par un certain nombre de techniciens, c'est un budget. Nous sommes une société privée comme d'autres ici dans la salle et nous sommes contraints par des nomenclatures qui sont fixes, voire même en légère diminution, et nous essayons de jongler avec ces contraintes. Exemple, pour que tout le monde ait quelques chiffres en tête, outre le pot dépôt, le coût dépôt qu'on a déjà précisé, un système de ventilation d'un laboratoire de moyenne taille, c'est entre 350 et 700 000 €. Un automate de déshydratation, c'est entre 40 et 60 000 €. Une table de macroscopie, on en parlait tout à l'heure, c'est entre 20 et 25 000 €. Et je vous passe toute une série de détails. Donc tout ça pour vous dire que c'est un CMR, c'est un danger. On connaît tous l'équation, danger multiplié par exposition égale risque. Donc dans cette équation, pour moi, la variable à traiter, c'est l'exposition. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a des outils, mais il y a également des pratiques. Nous, dans notre rôle de sous-traitant et de partenaire, on intervient au quotidien dans les établissements de santé. Je pourrais vous donner des exemples à s'arracher les cheveux. Des blocs opératoires où vous entrez dans un bloc et vous avez 15 pots ouverts qui attendent l'intervention. Alors la gestionnaire des risques de l'établissement du GHT s'arrache les cheveux. Donc nous intervenons, nous fournissons nos préconisations, nous intervenons en partenaire. Donc oui, il peut y avoir un aspect outils, etc., mais également pratique. Donc je pense qu'il y a un aspect pédagogique qui est extrêmement important là-dedans. Et ça, c'est vraiment une démarche commune de partenariat. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut agir. Et enfin, de façon très pragmatique, nous avons malgré tout un problème économique qui est réel
et qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. Et si dans la salle, certains médecins pathologistes qui vivent ça au quotidien, comme je disais, nous, par exemple, la baisse des VLEP, un tiers de nos systèmes de ventilation ont dû être renouvelés pour pouvoir répondre à ces nouvelles normes. Ce sont des investissements de plusieurs millions d'euros dans un contexte économique contraint. Donc malgré tout, sur le constat, nous sommes tous d'accord. Sur l'objectif, nous sommes tous d'accord. L'objectif majeur, c'est d'être bien d'accord sur comment on passe de l'état actuel à l'état futur en prenant en compte toutes ces contraintes logistiques, humaines, sur les conditions de travail, qualité de vie, conditions de travail, et économiques également, puisque malheureusement, ça fait partie de l'équation. Merci beaucoup. Alors vous êtes Yann Puil, chef de bloc opératoire de l'hôpital privé à Évry, l'hôpital privé d'Évry. Donc un chef de bloc opératoire, il fait sur les salles d'intervention, il y en a 8 à Évry, la planification, l'organisation et le matériel aussi. Donc vous êtes directement concerné, si je puis dire. Alors comment vous voyez cette question, ce sujet du formol, comment est-ce que vous le traitez ? En fait, effectivement, moi, la première partie, c'est la partie idéale que j'aimerais faire. Ce qui m'est difficile à faire actuellement, je gère les infirmiers de bloc, qui ne sont pas des gens de laboratoire, donc dont l'expérience et la formation, effectivement, est très, très, très limitée. On nous met à disposition des machines, et forcément, les formations faites par les personnes qui vendent les machines, elles sont limitées, parce que, globalement, elles sont payantes. Donc, forcément, c'est compliqué. Donc, on en a un certain nombre. Donc, il faut ménager un petit peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire former et mettre en sécurité les agents, être efficient. Je reprends ce que vous venez de dire sur, effectivement, la délocalisation. Moi, je travaille avec 5 laboratoires. Ça veut dire que j'ai 5 parcours. À l'heure actuelle, je suis incapable de faire 2 passages par jour. Le sous-vide, c'est pour moi impossible. 2 passages par jour, c'est-à-dire que c'est ce qui est nécessaire. Quand il y a du sous-vide, exactement, il faut qu'on gagne chercher les pièces 2 fois par jour. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on est à combien ? Je suis une fois tous les 3 jours. Une fois tous les 3 jours, il faudrait passer à 2 fois par jour. C'est ça. Sans compter que le laboratoire en question, lui, il n'a pas forcément envie de multiplier par 6 le nombre de passages, le nombre de trucs. J'imagine bien qu'au coup, il ne va pas venir plusieurs fois, en fait, pour venir chercher des prélèvements. En plus, qu'ils ne sont pas forcément énormes dans notre maison. Donc forcément, des fois, c'est pour 2-3 pots, comme des fois, c'est pour 30 pots. Donc il faut rationaliser les choses. Comme vous disiez, il y a un coût économique. Le coût de formation, il est économique aussi dans le domaine privé, ça, j'en suis convaincu. Donc il faut trouver des moyens pour former. Alors, effectivement, il y a des organismes comme la CRAMIF qui nous aident au quotidien pour former et pour développer ce système. J'ai eu la chance de travailler dans 2 hôpitaux privés où effectivement on a ce genre de machines, 2 machines différentes. Vous parlez des automates, là, des automates sous vide, du formol, ouais. Sous vide avec les pots et les sachets. Je suis ravi d'avoir appris que le maximum c'était à peu près 600 grammes. Nous on met des pièces anatomiques de 3 kilos dedans. Ça explique peut-être les problèmes que vous avez eus. Alors peut-être qu'effectivement, mais encore une fois, on n'a pas trop de débordements, ça nous arrive. Vous parliez de sécurité et de formation, derrière, ça veut dire que quand il y a un débordement, la première fois, on découvre un peu comment ça se passe. Donc, on met en place tout ce qu'il faut pour la sécurité. On a des référents qualité comme partout ailleurs. Et globalement, ça nous oblige aussi, en dehors des sociétés qui nous vendent des appareils, de développer aussi des systèmes de sécurité, comme dans le public ou comme dans toute spécialité qui utilise du formol. Et donc, on met des protocoles. Donc, on a des kits, nous, complets avec des valisettes qu'on peut trouver dans le commerce, avec tout ce qu'il faut, avec les procédures. On a des kits d'urgence, exactement, c'est ça. Des kits d'urgence. Quand il y a des débordements, exactement, quand la machine... Ça nous arrive. Pourquoi ? Parce que, de temps en temps, comme on tourne à flux tendu avec du personnel qui vient pas forcément tous les jours, du fait des horaires, du fait de l'utilisation de vacataires, la formation est assez compliquée. Donc encore une fois, oui, il y a plusieurs axes de développement, mais c'est vrai que sous le critère économique, on fait en fait une sécurité qui est un petit peu plus compliquée. Voilà. Alors, vous parlez d'expérience, parce que vous étiez dans un précédent hôpital avant, où il y avait un automate en Essonne, formol et sous-vide, et là, vous avez eu plein de problèmes avec cet c'est ça, automate, en fait. Donc, effectivement, on nous a livré un automate qui posait problème. Mettez bien le micro. A priori, voilà.
plutôt une première génération avec, encore une fois, une société qui a racheté un automate. On a eu énormément de problèmes avec beaucoup de déversements. Et effectivement, c'est là où il a fallu trouver des mesures et puis des correctifs très rapidement avec des solutions pérennes, parce qu'encore une fois, le formol, c'est dangereux, on l'a bien compris aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt difficile. Et certaines fois, les sociétés ne nous accompagnent pas forcément, ou alors à des prix très On facture le Bien sûr, l'accompagnement. bien sûr. Alors, il y a quelques formations qui sont prévues. Encore une fois, quand il y a une dangerosité, les sociétés ne nous les abandonnent pas quand même. Mais après, pour former au maximum le personnel, on se retrouve à demander en fait des formations supplémentaires, parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas là au même moment pour avoir ces formations-là. Et alors à Évry maintenant, avec vos automates? Et nous, c'est plutôt pas mal, je trouve. Effectivement, là, ces systèmes de sachets qui marchent très très bien. Et on est, je trouve, nous, plutôt en protection, avec un système de sécurité, avec un système de plan de formation aussi qu'on respecte et qu'on oblige à tous nouveaux employés arrivants de se former à cette machine-là. Parce qu'encore une fois, plus on l'utilise et mieux on l'utilise, et moins il y a de risque de faire du débordement, par exemple, avec le formol, avec des pièces trop grosses, avec un système de fermeture ou de soudage qui se fait mal, parce qu'on positionne mal la pièce, par exemple. Donc ça, c'est hyper important, notamment dans le parcours d'intégration. Voilà. Merci beaucoup Yann Pull, merci infiniment pour ce témoignage. Et je voulais revenir sur la formation. C'est vrai que, alors, en tout cas, chez qui on a acheté notre machine, nous, on n'a pas du tout ce souci-là. Je sais qu'il est très volontaire, il suffit qu'on l'appelle, et il revient plusieurs fois au bloc. Nous, on a eu un souci pareil au laboratoire suite à une mauvaise utilisation, parce qu'on l'utilisait mal, donc il nous a resensibilisés. Je le revois en mars pour un autre projet, et il a dit, mais en même temps, je ferai une petite piqûre de rappel. Voilà, on n'a pas ce levier financier, en tout cas, avec la société avec qui je travaille. Je sais qu'il suffit que je passe un coup de fil, et très souvent, il revient pour sensibiliser tout le monde. Après, on ne peut pas non plus compter que chez nos fournisseurs. Nous, on a aussi des personnes référentes qui prennent aussi le relais. On a écrit des procédures, on a des personnes référentes, parce qu'on ne peut pas non plus solliciter sans arrêt ce fournisseur. Je reviens aussi sur les pièces parfois trop grosses, comme Olivia vous l'a dit. Après, faut qu'on se perfectionne, on n'est pas parfait, hein, loin de là. Mais par exemple, une pièce trop grosse, c'est déjà arrivé. Il y a des pièces, malheureusement, anatomiques qui sont très grosses. Et on est évident que ça ne rentre pas dans le genre de sac. Après, l'utérus morcelé qu'on a eu, si on avait bien sensibilisé le bloc, ils auraient pu le mettre dans plusieurs sacs. On n'était pas obligé de tout mettre dans un seul sac. Après, c'est un travail continu à faire avec les équipes. Et c'est pour ça, quand on dit que la collaboration bloc, service ANAPAT, les chires, les pathologistes, c'est vraiment un travail sur le fond. Nous, on a eu quelques dérives sur Créteil, donc je travaille aussi avec le bloc. On est amené continuellement parce que les dérives, ça va vite. Et voilà. Donc oui, il y a de la formation, il faut être formé, c'est continu. Mais pour ça aussi, nous, on s'appuie sur nos techniciens référents, parce que le commercial, après, il ne fait pas que ça non plus. Il y a aussi, je peux comprendre, hein, mais ça n'empêche que si j'ai besoin, je sais qu'il répond toujours présent. Oui, je reboucle avec... en fait, c'est aussi un changement de pratique. Donc, ça veut dire changement d'habitude. Donc, c'est le même discours, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais automates et de bons automates. Il y a l'automate qui convient aux besoins des personnes. Et donc, si on n'a pas été voir l'activité, parce qu'il peut y avoir des blocs qui vont plus travailler sur des petites pièces, d'autres plus sur des grosses, etc. Si on n'a pas vraiment analysé finement l'activité, on va avoir une machine qui ne va pas correspondre aux besoins et on va avoir des accidents. Et donc, les accidents, quand on les analyse, parce que c'est pareil, quand j'entends, oui, il y a eu un accident de déversement, il y a eu ceci, il y a eu cela, est-ce que ça a été analysé ? Parce que souvent, le détour, la conclusion, c'est en fait, l'appareil, il est nul, on ne veut plus de ça. Mais en fait, finalement, si on pousse l'analyse, on s'aperçoit que, oui, il ne correspond pas aux besoins. On a mis une pièce trop grosse dans un sachet qui était trop petit. On n'avait pas été formé, on n'a pas été sensibilisé au fait qu'il fallait un volume beaucoup plus important pour une pièce à mettre dans le sachet. Que le sachet, effectivement, si on n'était pas vigilant sur la fermeture, il allait y avoir des fuites. Donc tout ça, voilà, on est dans le même sujet, exactement la même chose que pour la vapeur. Il faut savoir exactement de quoi on a besoin. Il faut être formé correctement et il faut être encadré après dans la longueur, dans le temps.
en fait. Et je vous encourage aussi à analyser tous vos accidents que vous puissiez avoir pour identifier véritablement ce qui n'allait pas, les vraies causes de l'accident. Et c'est peut-être pas le fait d'avoir mis un automate. Voilà. Merci, Madame Tissier. Alors, monsieur, madame, je vous en prie. Ah, le prix. Le prix de l'automate, on a dit un petit 40 000 ? Non, c'est pas ça ? On vient d'en acheter un dernier, le tissu Safe. Il est à 19 000 €, il est à l'UGAP. Et quoi, pardon ? Ah là, attendez, ça c'est à moi. Bugap, ça. Bugap, c'est une centrale d'achat. Ah, centrale d'achat. Alors ça c'est le prix qu'on a payé à la PHP en achetant sur l'UGAP. C'est une centrale d'achat. Donc voilà. Monsieur. Oui, j'ai une question pour nos spécialistes industriels de la NAPAT. Je suis un peu surpris que plusieurs intervenants aient dit que le formol n'était pas substituable dans les fixations, parce qu'il y a des articles assez récents sur la substitution par le glyoxal, qui est un dimère de formaldéhyde, qui est beaucoup moins toxique, puisque ça se transforme en oxalate, qui est un produit naturel de dégradation des acides aminés. Donc, ça doit fixer aussi bien, et peut-être que c'est peut-être pas aussi biocide que le formaldéhyde, mais ça me paraît une alternative tout à fait étudiable. Comment l'appelez-vous ? Glyoxal. Le glyoxal, ça c'est pour Madame Brunet. On l'avait Oui. identifié parce que nous, on avait toute une liste de substituts. Après, je pense qu'il y a une problématique. De toute façon, c'est du cas par cas. Donc, je reviens sur le truc. Les substitutions, c'est du cas par cas. Et je pense qu'après, dans la NAPAT, il y avait aussi la problématique qu'il y a des standards européens. Tout dépend donc les hôpitaux avec qui ils travaillent. Mais ces pièces, quand elles sont gardées, elles sont pas gardées pour le plaisir d'être gardées. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir retourner peut-être. Parce que dans le domaine médical aussi, ça avance, les recherches avancent, on identifie les mécanismes qui déclenchent les pathologies, ça avance, il y a des connaissances qui avancent, et donc je suppose, mais je suis pas du métier, qu'il y a nécessité de retourner sur ces pièces pour voir effectivement comment ça a évolué, et voilà, pour revoir si on avait bien identifié ou bien diagnostiqué. Et voilà, donc nous, un des leviers, parce que là on discute, ok, on reste sur le formol. Il y a un autre levier, mais ça sera, je pense, à beaucoup plus long terme, mais je pense qu'il ne faut pas le jeter là non plus comme ça. C'est aussi, il y a aussi des laboratoires de recherche qui doivent se mettre aussi à travailler un peu là-dessus, sur comment on met au point un bon fixateur à terme. Et aussi, parce qu'il y avait un frein, c'est qu'effectivement, pour pouvoir comparer ces différents prélèvements sur des périodes assez longues, il y a des standards internationaux. Et je pense qu'il y a aussi là un travail à faire de la part des sociétés savantes au niveau européen pour changer aussi ces standards, parce que tant qu'en fait, ils ne vont pas être changés. Donc, il y a un travail pour moi en préalable sur mettre au point des nouveaux fixateurs et puis les tester pour voir ce que ça donne. En parallèle, peut-être garder effectivement pendant un certain temps, et c'est pas moi de dire combien, l'usage du formol et peut-être de garder ces pièces avec des pièces ou des types de pièces dans les deux fixateurs. Et puis à terme, effectivement, à très long terme, effectivement, on pourra peut-être se passer du formol si on montre que c'est efficace autant que les autres et qu'on arrive à maîtriser aussi le risque bio. Parce que ce qu'on avait dit, c'est que les laboratoires d'Anapat aussi, le risque biologique, ils le connaissent et voilà, ils le maîtrisent aussi. Donc tout ça, c'est à peser, c'est pas si simple et ça prend du temps. Et il faut après une vraie volonté de dire, on va en sortir, on veut en sortir et voilà. Encore une question pour vous, Sandrine Rémy. C'est vrai que là, on parle du risque chimique de façon un peu individualisée. On va parler des cytotoxiques, on parle du méopa, etc. Il y a la question de l'effet cocktail, des multi-expositions. C'est très compliqué à étudier, ça, je crois. Et est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette multi-exposition ? Évidemment qu'on est polyexposé, on est tous polyexposés. Mais les outils pour évaluer correctement la polyexposition, je pense qu'il y a encore un peu de travail. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Bon. Pour répondre aux collègues, on est dans un hôpital, donc il faut aussi penser aux patients, qui, in fine, est notre objectif. On ne peut pas substituer, et je suis ravi qu'aujourd'hui, ça soit clairement dit qu'on ne peut pas substituer, parce que le village gaulois, il vit dans un monde qui est mondialisé. Et donc, il y a tous les essais cliniques, toutes les nouvelles molécules en cancérologie notamment, qui sont basées sur des études faites à partir de ce que vous pouvez lire dans la littérature des FFPE. Et le premier F, c'est formol. Merci. Donc, des études qui utilisent le formol, c'est ça que vous dites ? Et donc, c'est des études internationales, donc c'est une forme de standard, il faut utiliser du formol. Et c'est un peu compliqué, il faut qu'on soit interopérable, qu'il faut un standard qui permette de tous travailler. Quelqu'un voulait réagir à cela, non ? Pas particulièrement ? Madame Dr Louette ?
pour préciser que c'est une question de comparaison de là, mais que c'est vrai que si on compare des carottes et des choux, ça va pas aller. Ça ne va pas aller. Bon, voilà, alors avec ce formaldéhyde, hein, vous l'avez compris, on ne va pas le substituer encore, peut-être un jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je vous en prie. On parle bien dans l'anapath, parce qu'il y a Oui. plein d'autres endroits où on peut le substituer. Parlez bien dans le micro. D'ailleurs, enfin, Ça, là-bas, envie alors. parce que quand même, le formal, la recherche d'alternatives dans ce qu'on a fait à l'ANSES, effectivement, il y a quelques secteurs où on a montré qu'il y avait des freins et que c'était pas possible. Mais, Oui, enfin, oui, les freins. le domaine du soin. Alors, mais non, alors pas dans le domaine du soin, mais par exemple, c'était utilisé pour tout ce qui était le bétail, et on a montré que, par exemple, dans les tourteaux de soja qui étaient conservés là avec du formol, eh ben, il y avait de la substitution possible. Donc là, on est passé sur des phases, alors je l'ai plus en tête complètement, ça commence à dater, mais c'était, je pense, enfin là aussi, il y avait de la vapeur, enfin on pouvait traiter les tourteaux de soja différemment, et là, la substitution, d'ailleurs même, c'était presque plus utilisé. Donc voilà, donc il y a quand même des usages où on peut les réduire. Et puis ce qu'il faut voir aussi, je pense qu'il faut rester un peu aussi positif, mais ce qu'on a montré aussi, le fait de découper dans les activités, c'est aussi, comme vous l'avez soulevé, mais je tiens à le redire, c'est qu'effectivement, si on centralise un peu ça sur le labo d'anapath qui est bien équipé, là aussi, je pense qu'en termes d'investissement, c'est plus limité. Il y a un labo qui est bien équipé, mais au moins au bloc, les personnes, elles sont plus exposées. Et donc ça aussi, c'est déjà important. Dans la désinfection, maintenant, c'est plus utilisé. Et dans plein d'autres produits, ça, on va effectivement vers tout le tissu, tout ce qu'on peut imaginer, le plastique. Donc, attention, on parlait de... Donc, il y a des domaines où on peut... Donc, alors, je recommence. Donc, voilà. Donc, il y a des domaines où vraiment c'est tout à fait substituable. Là, on parlait vraiment d'anatomopathologie, de thanatopraxie. Là, pour l'instant, ça n'a pas même... Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire en thanato? Allez-y. Je pense qu'il y a un vrai travail à court... Alors là, c'est pas à très long terme. Je pense qu'à court terme, les produits, ils peuvent exister. Ce qui avait été dit par certains thanatopracteurs, alors tout le monde n'était pas d'accord, mais là, je pense qu'il faut cela aussi qu'ils se mettent tous autour de la table. Et ce qu'on avait, nous, compris des auditions qu'on a menées, c'est qu'en fait, alors on n'utilisera pas le liquide de remplacement dans les soins de conservation comme on utilise le formaldéhyde. C'est normal, c'est pas le même produit, c'est pas le même fluide. Mais si on se forme et si on apprend à utiliser comme il faut pour les soins de conservation, ça peut le faire. Et puis, je rappelle que les soins de conservation, c'est pas obligatoire. Oui, surtout, ça c'est clair, Bon, alors le formol, quand on continue à l'utiliser quand même, voilà, il y a un certain nombre de précautions à prendre, techniques, de bonnes pratiques, des formations, surtout beaucoup de techniques, hein, ça a beaucoup évolué ces derniers temps. Et puis, il y a quand même des domaines où on peut le remplacer, notamment par du sous-vide et du froid. Voilà, donc il y a encore plein de choses à faire dans ce domaine-là. Est-ce que vous auriez l'amabilité d'abord de remercier Marjorie Lafont qui est venue comme un Père Noël avec tout son matériel, le docteur Louette, Madame Oudot, Sandrine Rémy, et puis Madame Brunet, je vous garde, vous êtes notre pilier. Et donc on va passer à notre deuxième table ronde de l'après-midi sur les cytotoxiques.